Sous la pression politique et médiatique, l'Élysée a annoncé vendredi 20 juillet 2018 engager la procédure de licenciement d'Alexandre Benalla, le garde du corps du président Emmanuel Macron, filmé et identifié par les journalistes du quotidien Le Monde frappant un manifestant. Il a donc été placé en garde à vue vendredi. La vidéo a été prise lors des rassemblements du 1er mai dernier. Benalla a été surpris, équipé d'accessoires de policiers, en train de violenter des manifestants. Pour la même affaire, 3 policiers parisiens, un contrôleur général, un commissaire et un commandant ont été suspendus. Selon le journal Le Monde, ils sont soupçonnés d'avoir extrait des images de caméras de vidéosurveillance de la ville de Paris. Ces captations montrent Alexandre Benalla sur la place de la Contrecarpe au moment des faits. 2 des 3 officiers sont également suspectés d'avoir copié des images avant de les transmettre aux collaborateurs d'Emmanuel Macron. Jeudi soir, le ministre de l'Intérieur a ordonné la suspension des 3 fonctionnaires à titre conservatoire après avoir été alerté par le préfet de police de Paris, Michel Delpuche. Selon BFM TV, Patrice Troda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, a été entendu vendredi soir en qualité de témoin dans ce dossier. C'est ce dernier qui avait autorisé Alexandre Benalla à assister au rassemblement du 1er mai aux côtés des policiers. Alexandre Benalla est accusé de faits de violence en réunion par personne chargée d'une mission de service public, d'usurpation de fonctions, de port illégal d'insignes réservés à l'autorité publique et de complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection, d'où une procédure de licenciement engagée par l'Élysée. Jusqu'à vendredi, Emmanuel Macron, le président de la République, ne s'était pas encore prononcé sur la question. L'équipe de France a vécu un retour triomphal au lendemain de son titre de champion du monde. Les Bleus ont célébré lundi 16 juillet 2018 après-midi le titre de champion du monde sur les Champs-Élysées avec des centaines de milliers de personnes venues les acclamer avant d'être reçues à l'Élysée. Allez, on est très content que la France ait gagné cette Coupe du Monde. En France, on est super heureux, tout le monde est très content, ça réunit tout le monde. Et franchement, on est fiers de cette équipe-là parce qu'on est allé très loin et on a réussi à arriver au bout. Grâce à qui? Grâce à messieurs Mbappé. Merci la France. On est là pour célébrer la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018. Déjà en 98, on était tout petits et on a la chance, Russie 2018, de le vivre à fond. C'est un bon souvenir et c'est une équipe de France fantastique, formidable. Ils ont réalisé des grandes choses en étant tout jeunes. J'imagine, c'est des mecs de mon âge. Ils sont champions du monde. On est champions du monde. Rassemblée depuis plusieurs heures sur la plus belle avenue du monde, une foule bleu-blanc-rouge a chaviré de bonheur à la vue de ces 23 héros arrivés quelques heures plus tôt à Roissy, auréolés du 2e titre mondial de l'histoire des Bleus, 20 ans après celui de 1998. Comme le glorieux aîné dont faisait partie le sélectionneur Didier Deschamps, acclamé par un demi-million de personnes le 12 juillet 1998, ils ont descendu l'emblématique avenue sur un bus à Impérial. Cette fois, le bus n'a pas eu à se frayer un passage. L'itinéraire avait été balisé de barrières pour contenir l'impressionnante foule venue acclamer ses champions, vainqueurs la veille de la Croatie 4-2 au stade de Loujniki de Moscou. Ex-commandant supérieur de la gendarmerie nationale sous Laurent Gbagbo, le général à la retraite Edouard Tiapé Kassaraté, 68 ans, est décédé le vendredi 13 juillet 2018 à Abidjan des suites d'un arrêt cardiovasculaire AVC. Évacué à la polyclinique de Cocody Danga, l'ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale a succombé au malaise cardiovasculaire qu'il a terrassé quelques heures plus tôt. Il a été nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal de 2011 à 2017 par le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara après la crise post-électorale de 2010. À la fin de sa mission d'ambassadeur au Sénégal, désormais libre des obligations tant militaires que diplomatiques, le général Kassaraté s'était ouvertement engagé en politique avec le PDCI, où il a été nommé début janvier 2018 vice-président de ce parti. Formé dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr en France, le général Kassaraté a occupé de hautes fonctions militaires dans la Grande Muette ivoirienne, notamment au sein de la gendarmerie. Il a été, entre autres, commandant du peloton de gendarmerie de Dembokro, de l'escadron blindé de la gendarmerie, commandant militaire du palais présidentiel, avant d'être commandant supérieur de la gendarmerie de 2005 à 2011. Il a été l'un des officiers supérieurs ivoiriens avec les généraux Philippe Mangou, Brédou Mbia et Guy Bipoint
a témoigné à la Cour pénale internationale CPI dans le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Près de 600 migrants sont arrivés à Agadez au cours de la deuxième semaine du mois de juillet. Ces ressortissants africains ont été refoulés d'Algérie et abandonnés dans le désert. 180 Nigériens sont d'abord arrivés à Agadez vers le 9 juillet, suivis vendredi 14 juillet par près de 391 ressortissants ouest-africains, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. En tout, 16 nationalités différentes sont représentées avec beaucoup de femmes et d'enfants. Des expulsions massives dont les conditions interrogent une fois encore. Début juillet, l'Algérie avait invité des médias à participer à une opération d'expulsion pour démentir les accusations de mauvais traitement des migrants subsahariens. Cette fois-ci, les témoignages sont difficiles à obtenir et à confirmer, mais l'Organisation internationale des migrations et un responsable à Agadez joint par l'AFP sont formels. Les migrants ont été abandonnés tout près de la frontière entre l'Algérie et le Niger. Ils ont été obligés de traverser la frontière à pied et marcher une 50aine de kilomètres dans le désert nigérien avec un minimum d'eau et de nourriture avant d'être secourus. Sachant qu'il faut faire plus de 200 km pour arriver à la première ville d'Arlit et plus de 400 km pour arriver à Agadez. Ces migrants, des Sénégalais, Guinéens, Ivoiriens et Camerounais pour beaucoup d'entre eux, sont désormais pris en charge par l'OIM qui va les renvoyer dans leur pays d'origine. Les Nigériens, quant à eux, doivent retourner chez eux. Le président libérien George Oppong-Weah a annoncé lundi une série de mesures monétaires et fiscales. Il s'agit de promesses de développement économique du pays grâce au secteur privé et de lutte contre la corruption. Le président du Libéria entend enrayer la chute du dollar libérien et lutter contre une inflation galopante. 6 mois après son accession à la tête du pays, George Weah est confronté à une chute vertigineuse de la monnaie nationale. Mi-juillet, il faut quelques $100 libériens pour obtenir $1 américain contre seulement 100 en juin 2017. Une baisse de 60% du dollar libérien sur un an qui a entraîné une augmentation des prix, notamment des denrées de base. Quant à l'inflation, elle est passée de 17% à 21% entre février et juillet, selon le président libérien. Et comme le dollar américain et le dollar libérien cohabitent au Libéria, George Weah a décidé d'injecter d'urgence dans l'économie via la Banque centrale 25 millions de dollars américains afin d'éponger la liquidité excessive de dollars libériens. Mais il a prévenu qu'il faudra du temps pour trouver des solutions durables aux défis macroéconomiques que le pays doit relever. Malgré d'importantes ressources, notamment le minerai de fer, l'EVA et le palmier à huile, la majeure partie des Libériens manquent de services de base comme l'électricité, l'eau courante et l'accès à l'éducation. Sans préciser le calendrier, le chef de l'État a également indiqué que son plan de développement stratégique, promis pendant la campagne électorale de 2017 et destiné particulièrement à combattre la pauvreté, sera bientôt présenté publiquement. Barack Obama, l'ancien président américain, était au Kenya, pays d'origine de son père, le dimanche 15 juillet 2018. À son arrivée, il s'est d'abord entretenu avec Uhuru Kenyatta, le président kenyan, et Raila Odinga, le leader de l'opposition. Ensuite, il s'est rendu dans l'ouest du pays pour aller voir Sarah, matriarche de la famille Obama, qu'il appelle grand-mère, même s'ils n'ont pas de lien de sang. Obama devait inaugurer le centre de jeunesse Sotiku, forte voix en Swahili, créé par sa demi-sœur Oma Obama. Cet espace doit permettre aux jeunes de la région d'avoir accès aux livres, à Internet, ainsi qu'à des activités sportives. Des cours d'éducation civique, de finances, ou sur la défense de l'environnement seront donnés dans ce centre. Une action que Barack Obama avait annoncée lors de sa visite en 2015. Il avait alors promis de revenir et s'était engagé à œuvrer en faveur de la jeunesse locale. Après son séjour au Kenya, Obama s'est rendu en Afrique du Sud où il était attendu mercredi pour prononcer le discours annuel de la Fondation Mandela pour le 100e anniversaire de l'ancien chef d'État sud-africain. Un événement d'une forte portée symbolique pour l'ancien président américain.
La France de Didier Deschamps est championne du monde de football depuis le 15 juillet 2018 en Russie, 20 ans après le premier sac français. Comme Aimé Jacquet en 1998, le patron des Bleus a été vivement critiqué pour ses choix de joueurs et ses plans tactiques lors de cette Coupe du Monde en Russie. Mais le patron du banc des tricolores a gardé le cap. Il est resté droit dans ses bottes, mettant en avant le collectif avant tout. Deschamps a donc réussi à mener son équipe jusqu'à la victoire finale, avec des compétences managériales indéniables et le sens du collectif. On peut le dire, Dédé a tout gagné. D'abord en tant que joueur, il est le premier capitaine d'un club français à soulever la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille en 1993. L'ancien joueur de la Juventus de Turin remporte aussi l'Euro avec la France en 2000. Durant son parcours, Deschamps se forge aussi dans la défaite. Deux lui restent particulièrement en travers de la gorge. La finale de la Ligue des Champions avec l'AS Monaco est la plus douloureuse, l'Euro 2016. Mais ce qui ne tue pas Deschamps le rend plus fort. Il rejoint aujourd'hui des légendes comme le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Frank Beckenbauer en devenant le troisième homme à remporter un mondial en tant que joueur puis entraîneur. Celui qu'on surnomme la Dèche a d'ores et déjà confirmé qu'il resterait bel et bien à la tête des Bleus au moins jusqu'à l'Euro 2020, date de la fin de son contrat avec la Fédération française de football. Didier Deschamps est entré dans l'histoire du football mondial par la grande porte.